Bonjour à tous et à toutes. Au nom de la Fondation pour la conservation du saumon atlantique, soyez les bienvenus. Cette série est rendue possible en partie grâce aux contributions du gouvernement du Canada. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Raphaël Bouchard. Il est biologiste diplômé de l'Université Laval et récipiendaire de la bourse d'excellence FAQNT du gouvernement du Québec. Il s'intéresse notamment à l'application de la génétique à des problématiques de conservation. Depuis 2018, il est candidat à la maîtrise dans le laboratoire du professeur Louis Bernatchez à l'Université Laval. Avant de commencer, veuillez noter que la période de questions-réponses sera à la fin de la présentation. Sans plus tarder, je passe maintenant la parole à M. Bouchard. Merci beaucoup, Darla. Je tiens également à vous remercier, la Fondation pour la conservation du saumon atlantique, de venir m'inviter à présenter mes travaux de recherche. Je tiens également à ajouter que mon co-directeur est M. Julien April, Dr Julien April, qui est à la direction d'expertise sur la faune aquatique au MFFP et qui finalement permis le financement de cette étude-là. Mon projet s'installe dans une époque de la biologie qu'on appelle la biologie intégrative. Donc, qu'est-ce que la biologie intégrative? C'est une science holistique qui vise à intégrer plusieurs niveaux de compréhension qu'on a du vivant. Donc, mon projet intègre les outils moléculaires, la physiologie individuelle du saumon et applique ces deux compréhensions du vivant-là à des problématiques de l'ordre populationnel. Donc, je vais revenir sur ça pendant ma présentation. Donc, mon projet vise, comme Darla l'a dit, à évaluer l'effet de la température d'une rivière sur le succès reproducteur du saumon atlantique remis à l'eau. Donc, la ressource halieutique joue un rôle qui est central au sein des écosystèmes aquatiques et l'exploitation de cette ressource nécessite une gestion parcimonieuse afin d'en assurer sa stabilité. Cependant, la gestion n'est pas une chose qui est facile puisque les stocks de poissons font face à plusieurs pressions sélectives, directement ou indirectement causées par l'homme. Donc, on voit dans des revues aussi prestigieuses que Science en 2009, Rebuilding Global Fisheries, et à droite, on voit finalement un graphique qui est commun chez la ressource halieutique, donc qui montre finalement une diminution des effectifs des populations, et ce pour plusieurs espèces. Donc, une des pressions qui est exercée par l'homme et qui nous vient premièrement en tête, c'est celle de la pêche commerciale, donc la surexploitation des stocks de poissons par la pêche commerciale. Mais la pêche récréative a également son rôle à jouer dans la diminution de l'effectif des stocks de poissons exploités. Donc, la littérature suggère que l'effet de la pêche récréative sur les stocks est généralement sous-estimé. Donc, cependant, son impact sur les stocks est bien réel et pour plusieurs pêcheries plus élevé qu'attendu. Donc, d'un autre côté, on a également la pêche récréative, qui est une activité socioculturelle importante pour plusieurs communautés et qui contribue à l'activité économique locale, et ce, dans plusieurs régions. Donc, dans la dichotomie économie-conservation d'espèces, aucun de ces deux aspects ne devrait être laissé pour compte et il est nécessaire de concilier les deux. Donc, comment concilier ces deux aspects? Eh bien, une des mesures qu'on peut entreprendre, c'est l'instauration de la remise à l'eau en tant qu'outil de gestion et de conservation. Donc, qu'est-ce que la remise à l'eau? C'est tout simplement le fait de capturer un saumon avec de l'équipement de pêche sportive et de le remettre à l'eau à l'endroit même de son lieu de capture. Cependant, pour être efficace en tant qu'outil de gestion et de conservation, la remise à l'eau assume deux principales prémisses, soit que le poisson gracier survive à l'événement de remise à l'eau et qu'il se reproduise avec le même succès qu'un poisson non pêché. Donc, une fois ces deux prémisses-là vérifiées à partir d'études scientifiques, on peut assumer que oui, la remise à l'eau offre un outil qui offre une gestion finalement durable des espèces exploitées par la pêche récréative. Donc, face à l'augmentation en popularité de la remise à l'eau mondiale, on a vu
au cours des 40 dernières années, une augmentation quasi exponentielle du nombre de publications qui avaient pour thème la remise à l'eau. Donc, toutes ces publications ont pour objectif de vérifier les deux prémices que je viens de vous présenter. Donc, sur toute la revue de littérature que j'ai faite, j'ai tenu à faire une espèce de résumé finalement des différents mots qu'on retrouve dans ces recherches, dans ces papiers là, qui sortent sur la remise à l'eau. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle un nuage de mots. Donc, j'ai pris les résumés des 600 articles et finalement, j'ai sorti les 20 mots les plus fréquemment rencontrés au sein des publications. Donc, j'ai essayé de sortir de ce nuage de mots certains thèmes qui sont ciblés finalement par la science de la remise à l'eau. Donc, j'ai choisi ici la survie, le comportement et la reproduction. Trois axes de recherche en sciences de la remise à l'eau qui sont affectés donc par l'événement de remise à l'eau chez des espèces exploitées. Je vais donc revenir sur ces axes tout au long de ma présentation. On remarque également au niveau du nuage de mots que le saumon atlantique est une espèce fortement étudiée en sciences de la remise à l'eau. Donc, on peut ainsi dire qu'elle est une espèce modèle dans ce domaine, puisque, comme vous le savez, j'imagine, elle est d'une importance culturelle et économique, tant en Amérique du Nord que dans les pays d'Europe du Nord, en Islande, en Norvège, par exemple. Et il y a énormément d'efforts investis afin d'assurer la conservation de l'espèce. Énormément de ressources humaines qui sont mobilisées, énormément d'argent qui est investi dans la conservation de l'espèce. Je vous sors ici un rapport de l'ICES qui vient de sortir, qui montre à quelle l'ampleur mondiale de la remise à l'eau seulement chez le saumon atlantique. Et on remarque, donc vous voyez la liste des pays à droite, on remarque qu'au Canada, c'est plus de 50% des prises par équipement de pêche sportive qui sont remises à l'eau ensuite. On peut également parler de l'Écosse, par exemple. Dans ce pays, on parle dans cette partie finalement d'Angleterre, on parle de 90% finalement des prises qui sont remises à l'eau. J'ai également sorti un chiffre à gauche, donc on parle de 166 000 saumons qui sont remis à l'eau en 2018, et ce, seulement en Amérique du Nord. Donc, il devient crucial, surtout dans un contexte de changement climatique, de vérifier si la remise à l'eau a un effet sur les populations exploitées. Ce qui m'amène à parler du premier axe sur lequel la remise à l'eau peut avoir un effet, soit la survie. Donc, premier constat qui a été fait en sciences de la remise à l'eau, c'est que le taux de survie diminue avec une augmentation de température. Donc, lorsqu'on se trouve à l'intérieur de la fenêtre thermique optimale pour le saumon atlantique, donc en deçà de 18 degrés Celsius, 20 degrés Celsius même, on a des taux de survie qui vont de 88 à 100%, donc qui sont relativement élevés. Cependant, dès qu'on dépasse la température dite optimale pour le saumon, eh bien, on a des taux de survie qui peuvent descendre en laboratoire jusqu'à 20%. Qu'est-ce qui se passe chez le saumon atlantique? Eh bien, revenons à des concepts plus fondamentaux en physiologie. Donc, le saumon atlantique, comme tout téléostéen, poisson osseux, est fortement influencé par la température externe de l'eau. Donc, sa température corporelle est intimement liée à celle de la température de l'eau. Donc, on voit ici sur le graphique de gauche qu'à l'intérieur d'une minute, la température moyenne interne du saumon s'acclimate en dessous d'une minute à la température externe. Donc, on vient souvent peut-être sous-estimer cette corrélation qu'il existe entre la température de l'eau et la température de l'intérieur finalement du saumon. Mais on a finalement sur le graphique de droite une corrélation qui est aussi élevée que 0,94. Donc, la corrélation est quasiment parfaite entre la température du saumon et celle de l'eau. Donc, qu'est-ce que ça impose comme contrainte physiologique au saumon? Donc, premièrement, le métabolisme dit standard du saumon va augmenter avec la température.
Donc ici, on ne parle pas de saumon atlantique, mais c'est la même un peu pour le saumon atlantique. Donc, on voit que pour un saumon à 5 degrés Celsius, le métabolisme standard, soit l'énergie qui est requise au saumon pour rester à l'état de repos. Donc, un saumon à 5 degrés Celsius dépense plus d'énergie au repos qu'un saumon à 20 degrés Celsius. Et ça, c'est sans faire aucune activité. Parallèlement, on sait que le métabolisme d'activité augmente également avec la température. Donc, ici, vous avez sur le graphique donc, 4 vitesses de nage pour le saumon atlantique. Et vous avez ici l'énergie qui est consommée par le saumon. Et on voit que pour ces 4 vitesses de nage, lorsqu'on augmente la température, il y a plus d'énergie qui est dépensée par le saumon. Et ce, pour une même vitesse de nage. Donc maintenant, revenons sur ces deux postulats, ces deux observations. Il y a M. Fry en 1947 qui a finalement pris ces deux observations et conceptualisé finalement ce qu'il appelait la portée aérobique. Donc, qu'est-ce que la portée aérobique? C'est tout simplement la différence entre le taux métabolique d'activité et le taux métabolique standard que je viens de vous présenter. Donc, ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on augmente la température, le taux métabolique standard augmente, lui, exponentiellement, jusqu'à atteindre une température qui devient létale pour l'organisme. Parallèlement, on a également le taux métabolique d'activité qui, lui, augmente jusqu'à atteindre un plateau à une température qu'on dit optimale, puis finalement reste en plateau jusqu'à atteindre la température létale pour l'organisme. Donc, lorsqu'on illustre la portée aérobique, soit la quantité d'énergie aérobique qui est disponible à un organisme à une température donnée, on voit que la portée aérobique augmente en fonction de la température jusqu'à atteindre une température qu'on dit optimale, donc qu'on retrouve finalement ici sous forme de plateau, puis décroît. À cette température dite optimale, on a finalement une énergie aérobique renouvelable qui est maximale. Évidemment, l'organisme n'est pas toujours en situation de température optimale. Et pour un événement donné, il va devoir puiser dans ses réserves dites aérobiques non renouvelables. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui se produit en nature. Donc, pour vous en convaincre, ici, je parle du saumon Koho Pacifique. Donc, une étude qui démontrait que la probabilité de traverser un obstacle est positivement corrélée au recrutement anaérobique. Donc, finalement, un saumon Koho doit recruter de l'énergie anaérobique pour traverser un obstacle. Ce qui démontre que c'est quelque chose qui est nécessaire en nature. De plus, je vous montre ici une migration typique du saumon atlantique avec une phase de migration, une phase de recherche, une phase d'attente et qui se prolonge finalement jusqu'au moment de la reproduction. Donc, je veux m'attarder ici sur la période de migration du saumon atlantique, où on voit que pendant sa migration, on a finalement des moments où le saumon arrête de migrer. Évidemment, les raisons peuvent être multiples, mais une des raisons pour lesquelles arrête de migrer, c'est qu'il a recruté de l'énergie anaérobique pour effectuer sa migration. Donc, c'est également quelque chose que le saumon atlantique rencontre dans son habitat naturel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque la demande énergétique dépasse l'énergie qui est offerte par la portée aérobique? Donc, comme je viens de vous le montrer, il y a recrutement anaérobique. Donc, qu'est-ce que ça a pour conséquence le recrutement anaérobique? Donc, ici, vous avez les résultats d'une étude qui portait spécifiquement sur la remise à l'eau. Donc, vous avez finalement la concentration de glycogène, le pH intramusculaire et la concentration en lactate intramusculaire de saumon qui ont été remises à l'eau. Vous avez donc ici avant la remise à l'eau, puis au temps zéro après la remise à l'eau, 2 heures et 4 heures après. On voit qu'après l'événement de remise à l'eau, on a une diminution de la concentration en glycogène qui vient finalement alimenter l'énergie anaérobique. Donc, suite à la réduction du glycogène en pyruvate qui vient produire parallèlement du lactate qui, lui, après la remise à l'eau, va augmenter de façon très abrupte.
L'augmentation en concentration du lactate va lui provoquer une diminution du pH intramusculaire qui peut avoir des conséquences néfastes sur l'organisme lorsque la diminution est trop importante. Donc, qu'est-ce qui se passe après le recrutement anaérobique? On appelle ça une dette en oxygène qui se doit d'être remboursée, ce qui explique pourquoi finalement il y a des arrêts dans la migration du saumon atlantique. C'est pour rembourser la dette d'oxygène qu'il a accumulée lorsqu'il devait finalement franchir des obstacles à sa migration. Maintenant, si je reviens un peu avec la portée aérobique de Frey, sachant qu'on a différentes quantités d'énergie renouvelable à différentes températures, eh bien, un saumon qui est remis à l'eau à finalement 15 degrés Celsius va recruter moins d'énergie anaérobique pour un événement de remise à l'eau donné qu'un saumon qui est remis à l'eau à 20 degrés Celsius, par exemple. Donc, je ne sais pas si vous me voyez venir, mais je vais premièrement revenir sur l'exemple du saumon Koho. Donc, la même étude qui démontrait que la probabilité de traverser un barrage était corrélée au recrutement anaérobique. Cette même étude-là démontre que la probabilité de survivre au recrutement anaérobique diminue avec l'augmentation de la température. Donc, on a finalement un même saumon qui traverse un même barrage, qui dépense la même quantité d'énergie absolue, mais le saumon qui remonte le barrage à 23 degrés Celsius va dépenser plus d'énergie anaérobique, ce qui peut lui être fatal et diminuer sa probabilité de survie. Donc, ça m'amène à revenir finalement au graphique de départ, finalement qui montrait que lorsque l'on dépasse la température optimale du saumon, eh bien, on a une diminution de la probabilité de survie, puisqu'il y a plus de recrutement anaérobique pour un même événement de remise à l'eau. Maintenant, ça m'amène à aborder le deuxième axe sur lequel la remise à l'eau peut agir, soit le comportement. Donc, en 2003, Eva Storstad et son équipe démontré que les saumons remis à l'eau démontraient un comportement de retraite, de fallback en anglais. Donc, c'est un comportement migratoire qui est causé par la remise à l'eau. Donc, vous avez 4 graphiques qui démontrent finalement la trajectoire individuelle de 4 saumons qui ont été remis à l'eau, la taille de l'individu et son sexe. Et on voit que finalement, après un événement de remise à l'eau, l'individu va migrer en aval de son lieu de capture, possiblement à cause d'une dette en oxygène trop élevée et qui se doit d'être remboursée. On a certains individus, par exemple, qui ne démontrent pas ce comportement. Évidemment, chaque événement de remise à l'eau est unique, donc que ce soit finalement la durée du combat, que ce soit l'exposition à l'air. Finalement, si l'événement de remise à l'eau est moins stressant pour un poisson, eh bien, il va moins devoir recruter d'énergie anaérobique. Même chose, même pensée finalement, un saumon qui est remis à l'eau à 15 degrés Celsius va moins recruter d'énergie anaérobique qu'un saumon qui est remis à l'eau à 22 degrés Celsius. Donc, c'est possiblement ce qui arrive dans ce cas de figure ici. Deuxième observation qui a été faite, c'est que l'événement de remise à l'eau limite la migration en amont du site de capture. Donc, il y a une corrélation avec un R carré de 0,74 entre la fosse dans laquelle le saumon a été remis à l'eau et la fosse dans laquelle le saumon va se reproduire. Donc, finalement, ça pourrait, c'est suggéré que cette observation-là pourrait avoir un effet sur le succès reproducteur du saumon en venant limiter l'accessibilité à des lieux de frais qui sont peut-être plus propices à la reproduction. Cependant, jusqu'à maintenant, il n'y a aucune étude qui démontre un lien de cause à effet entre la limitation de la migration en amont et une diminution du succès reproducteur. Maintenant, d'un point de vue plus fondamental, on sait que l'événement de remise à l'eau active ce qu'on appelle l'acte du stress. Grossièrement, l'acte du stress est mis en marche lorsque on est dans une situation qui pourrait finalement affecter la survie de l'individu. Et l'acte du stress vient relarguer une hormone qu'on appelle les glucocorticoïdes ou corticoïdes. Cette hormone va avoir plusieurs effets physiologiques sur l'individu, donc une augmentation de la fréquence cardiaque, par exemple,
mais peut également altérer plusieurs comportements, dont celui de la reproduction, dont que je vous montre une étude d'Algera et al. En 2016, donc qui s'est fait sur la remise à l'eau de la chigan à petite bouche. Donc, on a injecté expérimentalement du cortisol chez des individus et on a démontré que le temps accordé par les mâles à la défense du nid est moins élevé chez les individus traités au cortisol. Et cette observation-là fait que les mâles ont un succès reproducteur moins élevé. Donc, potentiellement, la remise à l'eau pourrait avoir un effet sur le comportement associé à la reproduction chez le saumon atlantique. Cependant, il s'agit en ce moment d'une boîte noire en sciences de la remise à l'eau, puisqu'il n'y a aucune étude qui documente finalement les effets de la remise à l'eau sur le succès reproductif, sur les comportements associés à la reproduction du saumon atlantique. Ce qui m'amène à parler du troisième axe sur lequel la remise à l'eau peut agir, soit le succès reproducteur du saumon. Donc, comme je viens de vous le dire, la remise à l'eau vient activer l'acte du stress. Et on sait que le stress peut affecter plusieurs paramètres du cycle de reproduction, soit pendant la maturation, donc via une diminution de la fécondité, diminution de la qualité des œufs, donc diminution d'énergie qui est déposée dans les œufs, une diminution de l'énergie qui est allouée à la migration, comme on l'a vu précédemment avec le comportement de retraite. Mais peut également affecter des paramètres pendant la reproduction, donc des comportements associés à la reproduction, comme je vous l'ai montré chez la chiga, et une diminution finalement de la sélection des mâles par les femelles, par exemple. Cependant, il serait extrêmement logistiquement difficile, compliqué de montrer un lien de cause à effet, donc entre la diminution de tous ces paramètres et un événement de remise à l'eau. Une des façons qu'on peut aborder le problème, c'est en invoquant le succès reproducteur comme proxy de ces différents facteurs-là. Donc, une méthode qu'on peut utiliser pour quantifier le succès reproducteur des saumons est l'assignation parentale, donc, qui se base sur le principe de Mendel, qui stipule que les allèles ségrèguent indépendamment. Donc, en d'autres mots, lorsque deux parents se reproduisent, ils transmettent la moitié de leur ADN à leur rejeton, ce qui fait qu'on peut, dans un système où on ne connaît pas les relations parentales, rétablir ces relations parentales uniquement en échantillonnant l'ADN de ces deux cohortes. C'est une technique qui a été utilisée par Antoine Richard et al. En 2013. Donc, Antoine Richard, qui était dans le laboratoire de Louis Bernatchez comme moi, qui démontrait que le succès reproducteur des saumons remis à l'eau diminue avec une augmentation de la température. Son étude démontrait plutôt que la remise à l'eau n'avait pas d'effet sur le succès reproducteur des saumons, sauf que à l'intérieur de la corde de saumon qui avait été remis à l'eau, on observait une diminution du succès reproducteur, une diminution qui n'était pas significative. Cependant, je tiens à vous montrer ici que sur son graphique, les températures enregistrées correspondaient grossièrement à la fenêtre thermique optimale du saumon atlantique, soit entre 12 et 19 degrés Celsius. Ainsi, on ne sait toujours pas quel est l'effet de la remise à l'eau par les pêcheurs sportifs à une température supérieure à 20 degrés Celsius sur le succès reproducteur du saumon atlantique. Et dans un contexte de changement climatique, il est important de récolter des données qui démontrent l'effet de température supraoptimale sur le succès reproducteur des saumons atlantiques. Donc, évidemment, il fallait choisir premièrement un site d'étude, une rivière qui allait nous permettre d'augmenter notre probabilité d'avoir des remises à l'eau qui se faisaient en haut de 20 degrés Celsius. Donc, on a sélectionné la rivière Rimouski, puisqu'elle est vraisemblablement une des plus chaudes du Québec. Donc, vous avez ici des données qui datent un peu, donc qui vont de 2014 à 2016 et qui démontrent que sur une saison de pêche qui s'étend du 15 juin à fin septembre, eh bien, on dépasse fréquemment la température optimale du saumon atlantique. Donc, ça va nous permettre d'augmenter notre probabilité d'enregistrer des événements de remise à l'eau qui se faisaient en haut de 20 degrés Celsius. On a également choisi cette rivière puisqu'elle était munie d'un barrage qui se situait à peu près 4 km de l'embouchure de la rivière
et qui allait nous permettre d'intercepter tous les saumons qui montraient la rivière et donc tous les géniteurs potentiels de la rivière Rimouski. Donc, grossièrement, la méthodologie de mon projet se divise en 4 grands axes sur lesquels je vais revenir pendant le reste de ma présentation. Donc, premier axe, échantillonner tous les saumons anadromes en montaison au niveau de la centrale Boralex, la centrale hydroélectrique. Donc, afin d'avoir tous les individus reproducteurs de mon système, donc du système de la rivière Rimouski. Deuxièmement, donc, j'ai échantillonné les saumons qui ont été remis à l'eau en 2018. Troisièmement, j'ai échantillonné les alevins cet été en 2019. Et ce qui me reste à faire, c'est l'assignation parentale en 2019 suite au génotypage de tous les échantillons en laboratoire. Donc, premièrement, l'échantillonnage des saumons en montaison. Donc, nous avons, comme je vous l'ai dit, intercepté tous les saumons au niveau du barrage hydroélectrique Boralex. Les saumons étaient donc montés avec un camion et on a installé ce dispositif en amont du barrage afin d'échantillonner de façon sécuritaire les saumons qui montaient la rivière Rimouski pour se reproduire. Donc, au niveau de ce dispositif, on a pu noter la présence ou l'absence de la nageoire adipeuse, donc ce qui allait nous permettre d'identifier les saumons qui étaient ensemencés ou pas, sachant que la rivière Rimouski a été ensemencée durant son historique. On a effectué également une biopsie de la nageoire adipeuse et lorsqu'elle n'était pas présente, on prenait évidemment un fragment de nageoire caudale. On a également mesuré la taille du saumon et procédé à une évaluation qualitative de la condition physique du saumon. Donc, vous avez ici la distribution des montaisons des saumons. Donc, grossièrement, la montaison était à son maximum pendant le mois de juillet pour décliner le reste de la saison. Donc, la partie un peu clé de mon projet, c'était l'échantillonnage des saumons remis à l'eau par les pêcheurs. Donc, il m'a fallu finalement entrer en contact avec les pêcheurs avec l'aide de la ZEC Saumon Rimouski. Donc, on a distribué aux pêcheurs de la rivière, donc tout au long de la saison de pêche 2018, des kits qui allaient leur permettre d'échantillonner les saumons qu'ils remettaient à l'eau. Donc, suite à une capture, le pêcheur faisait une biopsie de la nageoire adipeuse avec des pinces de type emporte-pièce, puis remettait le saumon à l'eau. Ensuite, le fragment était placé dans un Eppendorf avec de l'éthanol afin de conserver la qualité d'ADN. Et le pêcheur répondait à un questionnaire sur la remise à l'eau, soit l'heure, la date, la localisation, et la durée du combat et l'exposition à l'heure. Évidemment, je vous parle de température depuis le début de la présentation. Afin d'identifier la température à laquelle le saumon était remis à l'eau, j'ai installé 11 thermographes dans les fosses les plus fréquentées par les pêcheurs. Donc, sachant que les pêcheurs enregistraient l'heure, la date et la localisation donc de la fosse finalement de l'événement de remise à l'eau, j'allais pouvoir assigner une température à chaque événement de remise à l'eau. Donc ici, vous avez les résultats de cet échantillonnage par les pêcheurs, donc évolution au cours de la saison de pêche 2018. Donc on voit en gris les remises à l'eau qui ont été échantillonnées et une baisse finalement drastique de l'échantillonnage en septembre. Donc on voit que finalement c'est la partie que j'étais le plus disponible finalement sur le terrain pour participer finalement à l'échantillonnage par les pêcheurs qui a été le plus productif. Donc, malgré tout, il ne faut pas se laisser abattre. J'ai quand même eu 33 remises à l'eau qui ont été échantillonnées. Et sur ces 33 remises à l'eau, on a 10 individus qui ont été remis à l'eau en haut de 20 degrés Celsius, ce qui est très encourageant pour mon étude. Maintenant, l'échantillonnage des alevins qui s'est produit cette année de juillet à août 2019. Donc, l'objectif était donc d'être le plus représentatif possible dans mon échantillonnage, donc de couvrir les 20 kilomètres de la rivière Rimouski, à partir de calculs de données qui m'ont été données
d'indice de qualité d'habitat et de densité d'alevin de la rivière Sainte-Marguerite, j'ai estimé qu'il me fallait 12 parcelles de 100 mètres carrés à chaque kilomètre afin d'avoir un total de 2000 alevins visés. Donc, j'avais une moyenne en estimant que j'aurais une moyenne de 8 alevins par parcelle. Donc, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. J'ai eu un échantillonnage fructueux. Cependant, j'ai dépassé de 1000 alevins mon échantillonnage. Donc, j'ai obtenu au total 2947 alevins. Vous voyez donc la distribution de densité au 100 mètres carrés du nombre d'alevins tout au long de la rivière Rimouski. Donc, on voit qu'on a deux frayères vraiment principales avec finalement des pics. Généralement, l'identification des alevins était facile seulement avec la taille. Donc, vous avez des distributions de taille des 0+, et 1+, etc. Donc, ce que j'ai appelé alevin et tacon. Donc, il y a très peu de chevauchement, seulement un ici. Je sais, il faut que je regarde si c'est une erreur ou pas. Mais grossièrement, c'était très facile d'identifier les alevins, ce qui allait m'assurer que finalement, les 2900 individus allaient pouvoir être utilisés dans mes analyses. Donc, finalement, qu'est-ce qui fait que j'ai dépassé de 1000 individus par mes estimations, finalement? J'avais calculé un IQH pondéré par secteur, sachant qu'on m'avait donné des couches d'indices de qualité d'habitat surfacique. Au niveau logistique, c'était pas possible pour moi de diviser ma rivière par surface, finalement, de faciès. Alors, j'ai divisé ma rivière par kilomètre, dans lequel j'ai calculé un IQH pondéré à partir des IQH surfaciques qu'on m'avait donné, ce qui me donnait finalement des IQH avec des secteurs avec des IQH que j'ai appelés élevés et des IQH que j'ai appelés avec des secteurs que j'ai appelés avec un IQH faible. Donc, évidemment, avec les données de la rivière Sainte-Marguerite, j'avais calculé une densité d'alevin attendue selon l'IQH que j'obtenais pour mon secteur. Et donc, j'avais estimé que j'avais besoin de 12 parcelles par secteur. Cependant, pour des secteurs avec IQH pondéré élevé, j'avais des cas de figure où j'avais, comme attendu, de forte densité d'alevin, mais j'avais également des IQH, des secteurs avec IQH élevé qui avaient des très faibles densités d'alevin. Inversement, j'avais des IQH pondérés faibles dans lesquels j'avais comme attendu de faibles densités d'alevin et dans d'autres, j'avais de fortes densités d'alevin, donc aussi élevées que 60 individus par 100 mètres carrés, par exemple. Donc, évidemment, l'indice de qualité d'habitat donne un attendu sur sur l'échantillonnage. Cependant, mes résultats démontrent qu'il existe une corrélation de 0,2 entre mes densités d'alevin et l'IQH qu'on calculé finalement par le gouvernement, ce qui a fait que j'ai dépassé finalement de 1000 alevins mon échantillonnage finalement. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc, je reviens un peu sur les 3 derniers axes. Suite à l'extraction d'ADN de tous les saumons en montaison et de l'extraction d'ADN de tous les saumons remis à l'eau et des alevins, 2947 alevins recueillis cette année en 2019, je dois génotyper les individus à partir de ce qu'on appelle des microsatellites, qui sont des régions de l'ADN qui sont extrêmement variables et qui sont utilisées en assignation parentale puisqu'elles permettent d'assigner chaque alevin à ses parents avec une confiance très élevée. Donc, les 50 microsatellites que j'ai utilisés ont été développés par l'équipe de Ian Bradbury en 2018. Et ce qui est génial avec ces microsatellites, c'est que je peux les séquencer sur une plateforme de nouvelle génération et obtenir ce qu'on appelle des reads. Et ce qui vient, en d'autres mots, faciliter la partie génotypage des microsatellites qui était dans le temps très fastidieuse. Donc, cette étape n'est plus un problème pour mon projet. Donc, suite au génotypage de tous ces individus avec les 50 microsatellites, je vais utiliser finalement la propriété, la loi de ségrégation indépendante des allèles pour assigner chaque alevin à ses parents respectifs et comparer le succès reproducteur des saumons qui n'ont pas été remis à l'eau à ceux qui ont été remis à l'eau pendant la saison de pêche 2018.
Donc, dernière étape statistique, il va s'agir finalement de venir modéliser le succès reproducteur des saumons via une régression binomiale négative. Et je vais utiliser le critère d'information d'Akaike pour choisir le modèle le plus parcimonieux, c'est-à-dire qui utilise, qui va me permettre d'identifier quelles sont les variables qui influencent le plus le succès reproducteur des saumons dans un événement de remise à l'eau. Maintenant, quelle est la portée du projet? Donc, ailleurs au Canada, la gestion du saumon est assurée par Pêche et Océans Canada et en ce moment, ils pratiquent une mesure de gestion qui se base sur le principe de précaution. Donc, une mesure de gestion qui dit que une rivière qui dépasse 20 degrés Celsius pendant 2 jours consécutifs devrait être fermée d'accès à la pêche récréative. Si on appliquait, c'est pas une mesure qui est appliquée ici au Québec, mais si on l'appliquait dans le cas de figure de la rivière Rimouski, ce serait à peu près le tiers de la saison de pêche qui serait tombée à l'eau, disons comme ça. Donc, considérant que c'est la mesure de gestion appliquée par Pêche et Océans Canada se base principalement sur des études qui ont été faites en laboratoire et considérant les impacts socio-économiques que peuvent engendrer la fermeture de la pêche récréative, c'est pas une mesure qui est appliquée au Québec en ce moment. Cependant, mon étude va permettre d'optimiser nos pratiques de gestion et de conservation de l'espèce en apportant finalement des données donc qui vont documenter l'effet de température supraoptimale sur le succès reproducteur du saumon remis à l'eau, et ce, à l'échelle d'une population sauvage. Donc, on n'est plus enclos dans un laboratoire, on vient finalement estimer quel est l'effet de la pratique de gestion dans un contexte de changement climatique, dans un contexte de conservation. Donc, je tiens à remercier évidemment mon directeur Louis Bernatchez et co-directeur Julien April qui me supervise pendant mes travaux de maîtrise. Évidemment, il s'agit d'un travail extrêmement collaboratif. Donc, l'entièreté d'études est financée par le ministère Forêt, Faune et Parcs afin d'améliorer la conservation d'espèces au Québec. Également, le travail n'aurait pas été possible sans les pêcheurs de la ZEC Saumon Rimouski et de la centrale hydroélectrique Boralex, qui m'a permis d'échantillonner tous les saumons qui ont été remis qui remontaient finalement la rivière Rimouski en 2018. Donc, je tiens à vous remercier de votre écoute et je suis ouvert à toute question. Merci beaucoup, Raphaël, pour cette excellente présentation. Comme Raphaël a dit, nous allons maintenant passer à la période de questions et réponses. Donc, si vous souhaitez poser une question, vous pouvez utiliser le panneau de configuration de GoTo. C'est la petite boîte grise au coin supérieur droit de votre écran. Vous pouvez lever votre main, c'est l'icône avec la petite main, et nous allons activer votre microphone, ou vous pouvez taper votre question dans le panneau de configuration et je la lirai à haute voix. A reminder as well to our participants that if they prefer, they also have the option of asking their question in English. Donc, on attend pour vos questions. D'accord. Donc, nous avons une question de Mario Dallaire. Bonjour, Mario. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez poser votre question? Est-ce que vous m'entendez bien? Nous pouvons vous entendre, oui. J'aimerais savoir si Monsieur Raphaël, vous avez fait une corrélation ou vous êtes renseigné auprès de les gens qui ont fait un film sur une rivière. Je me souviens plus du nom de la rivière, mais le directeur de cette rivière-là s'est remis à l'eau de tous les saumons depuis quelques années. Ouais, ils ont fait beaucoup de films, mais ils en ont fait un sur la rivière Rimouski. J'étais là pendant qu'ils filmaient en 2018. Là. Mais c'est pas sur la rivière Rimouski, mais c'est une rivière. Là, je pense que c'est au Nouveau-Brunswick, quelque chose comme ça. Ouais, ça se peut. Je sais pas. Non, je suis pas au courant de ça.
Je vais essayer de vous trouver le lien, puis je vous l'enverrai parce que ça fait 3 ans qu'il fait des remises à l'eau puis qu'il met des émetteurs sur ses saumons puis la montaison des saumons. Ouais, ok. Peut-être. Nous avons un commentaire de Maxime Guéra qui a dit, je crois qu'il part d'une rivière au Labrador. Est-ce que c'est possible? Oui, les rivières au Labrador, ouais, c'est vrai. Oui. Puis dans le fond, c'est un film qui est fait sur. C'est un film, c'est une étude? Ils sont allés filmer sur une rivière qui est au Labrador. Ok. Je me souviens Ouais, plus le nom de puis- la rivière, mais c'est les dirigeants d'une compagnie importante de pêche à mouche qui sont, Ok. sont propriétaires. Ok, cool. Je vais regarder ça. Merci pour la présentation. Ça fait plaisir. Merci. La prochaine question vient de Catherine Aymon, qui pose la question, je m'excuse si j'ai manqué l'information, mais comment avez-vous procédé à l'échantillonnage des éleveurs? J'ai procédé par pêche électrique. Je pense que j'ai complètement omis de dire ça. Donc ouais, c'était par pêche électrique. Donc une pêcheuse qui nous a été prêtée par le gouvernement. Là, ouais. Merci. Donc, nous pouvons attendre si elle a dit c'est une façon efficace. Merci. Ouais, j'aurais pas imaginé d'autres façons de le faire. Lorsqu'on attend pour les autres questions, un petit rappel aux participants, notre prochain webinaire aura lieu le 23 octobre. Monsieur Ben Matthews de Conservation de la nature aux États-Unis fera une présentation sur la conception des traversées des cours d'eau pour le passage des poissons et les inondations. Le prochain webinaire en français sera le 20 novembre. Monsieur Guillaume Côté de MFFP fera une présentation sur le développement de l'outil aidant environnemental dans la gestion du saumon atlantique. Donc, je crois que c'est la fin de nos questions. Donc, je vais remercier Raphaël à nouveau. C'était une excellente présentation. Puis cela sera la fin de notre session de webinaire aujourd'hui. Je vous remercie pour votre participation. Merci. Merci, à la prochaine.